Bonsoir Monsieur Asselineau, que pensez-vous du système de droit de veto de l'ONU? N'est-ce pas discriminatoire envers les pays qui n'y ont pas le droit? Oui, bien sûr, c'est discriminatoire. Ça remonte à la charte de San Francisco qui a clôturé, qui a créé, excusez-moi, l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies, fait un petit peu d'histoire rapide, elle est l'héritière de cette Société des Nations qui avait été créée après la Première Guerre mondiale et qui se voulait une espèce d'embryon, sinon de gouvernement mondial, mais du moins d'une enceinte où il y aurait des nations et qui pourraient coopérer au niveau planétaire et notamment régler leurs contentieux, leurs problèmes de façon, leurs différends, comme on dit, les régler de façon pacifique. Comme vous le savez, l'Allemagne s'était retirée avec Adolf Hitler, s'était retirée de la Société des Nations. Ça avait été le début de la fin. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est d'ailleurs, je crois, ça avait été, alors je dis de mémoire parce que là je suis pris de court, mais il me semble de mémoire que l'accord avait été obtenu par Franklin Roosevelt et avec Staline et Churchill à Yalta, l'idée de créer une nouvelle organisation des Nations Unies et qui seraient les nations victorieuses de la Seconde Guerre mondiale et qui établiraient un nouvel ordre planétaire qui permettrait notamment d'éliminer tout conflit. Et s'il y avait une nation rétive aux instructions de cette organisation, eh bien, elle pourrait faire l'objet de mesures allant depuis le boycott jusqu'à des actions militaires décidées par une institution, une instance de décision qui s'appelle le Conseil de sécurité. Alors, à l'ONU, il y a donc, depuis la Charte de San Francisco, depuis 1945, il y a donc deux grandes institutions. Il y a l'Assemblée générale, où il y a tous les États du monde qui sont membres de l'ONU. Presque tous les États du monde sont membres de l'ONU. Il y a quelques États qui n'en font pas partie, ou par exemple, l'autorité palestinienne n'est pas membre de l'ONU parce qu'il y a notamment le veto des États-Unis, mais en revanche, l'autorité palestinienne est membre de l'UNESCO. Donc, il y a quelques États qui ne font pas partie de l'Assemblée générale, mais en gros, tous les États du monde, je crois qu'il y a 197 États maintenant, 197 États du monde qui sont membres de l'ONU, c'est pratiquement tous les États du monde. Du plus petit, comme par exemple la principauté de Monaco ou la principauté de Liechtenstein ou l'État de San Marino en Italie, jusqu'au plus grand comme la Russie ou la Chine. Et puis il y a le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est le gouvernement de cette organisation. Et là, pour qu'il y ait la possibilité de prendre des décisions, on ne pouvait pas avoir 197 États. En 1945, il y avait 50, de mémoire, il y avait 50 États au départ. Mais même 50, ça n'était pas gérable. Donc au Conseil de sécurité, il y a un nombre beaucoup plus limité d'États qui sont, de mémoire, je crois que ça doit être quelque chose comme 18 ou 19, plus exactement les chiffres, qui sont élus pour 2 ans, donc tous les 2 ans ça change, sauf 5 États. 5 États qui, eux, sont des membres permanents et qui sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. C'était un des tours de force de Charles de Gaulle que d'avoir réussi à faire intégrer la France comme puissance victorieuse et donc puissance avec droit de veto en 1945, quand on sait que la France avait quand même été battue à plate couture en 1940. Voilà. Alors, c'est un fait que ces 5 États, la Chine, la Russie, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France, sont membres permanents avec un droit de veto. C'est-à-dire qu'il leur suffit de dire je mets le droit de veto pour empêcher une prise de décision. En 1945, ça avait du sens. Les États-Unis d'Amérique représentaient à eux seuls 40%, je crois, en 1945, du produit intérieur brut planétaire. Maintenant, ils sont tombés à quelque chose comme 17%. En 1945, l'Union soviétique était sortie complètement dévastée, meurtrie, avec des millions de morts, mais était sortie quand même victorieuse et avec un prestige international du temps de Staline qui était considérable. En 1945, la Chine, qui était dans une situation de quasi-guerre civile, était déjà le premier pays du monde par la population planétaire, ça avait du sens. En 1945, le Royaume-Uni était un pays qui possédait encore tous ses dominions, tout le Commonwealth, qui était encore l'Empire britannique, notamment tout le sous-continent indien était encore britannique, puisque l'indépendance des Indes a été acquise en 1967, toute l'Afrique de l'Est
était également encore anglaise, et puis également un certain nombre d'États dans le Pacifique Sud ou dans les Caraïbes. En 1945, la France était à la tête de l'empire colonial qu'elle s'était bâti notamment en Afrique du Nord et en Afrique noire, en Afrique centrale et équatoriale, et puis également en Indochine. Donc ces 5 pays, à eux 5, représentaient pas tout le monde entier, mais avaient quand même un poids considérable. Ce qui est vrai, c'est que depuis 1945, les choses ont évidemment beaucoup changé. 1945, ça doit faire de mémoire quelque chose comme de 72 ans. En 3/4 de siècle, les choses ont changé. Les États-Unis d'Amérique restent la première puissance militaire, mais sont en voie de diminution rapide de leur influence. Ils n'ont plus, je le disais, que je crois que 17 à 18% du PIB. La Chine est devenue la première puissance économique planétaire en parité de pouvoir d'achat, mais elle est déjà membre permanent. La Russie est en pleine renaissance. La Russie a repris le siège qui avait été dévolu à l'Union soviétique. Le siège dévolu à l'Union soviétique n'a pas été attribué aux petites républiques qui sont sorties du démembrement. Donc pour tous ces 3 États, c'est encore logique. En revanche, le Royaume-Uni, depuis la décolonisation des années 60, est devenu un pays relativement modeste. De même que la France également, qui, avec les décolonisations des années 60, est devenu un État un petit peu plus modeste. Alors pas tout à fait, parce que le Royaume-Uni, derrière le Royaume-Uni se reconnaît le Commonwealth, derrière la France se reconnaît, ou devrait se reconnaître, la francophonie. Mais il est bien évident que le monde a changé, que des puissances très faibles à l'époque ou qui n'étaient pas indépendantes sont devenues maintenant des grandes puissances, ou des puissances qui comptent. Et elles ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité. Je pense notamment à l'Inde, qui a plus d'1,1 milliard d'habitants, qui n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité. Je pense également au Brésil. Je pense également à un grand pays, un immense pays d'Afrique noire qui est le Nigeria, où il doit y avoir 120 millions d'habitants. Je pense à l'Indonésie, avec 220 millions d'habitants. Je pense au Japon, ou à l'Allemagne. Le Japon et l'Allemagne, ayant fait partie des pays battus par la Seconde Guerre mondiale, ont intégré tardivement l'ONU. Le Japon, de mémoire, est entré à l'ONU en 1955. L'Allemagne a dû entrer en 1900. Les 2 Allemagnes sont entrées en 1973. Et elles ont eu un statut dépréciatif par rapport aux autres, puisqu'elles faisaient partie des pays battus. Il faut y ajouter aussi d'autres puissances qui, même si elles n'ont pas le poids de celles que j'ai citées, sont quand même non négligeables. Par exemple le Mexique, par exemple le Pakistan, par exemple le Vietnam, par exemple l'Égypte, par exemple l'Afrique du Sud. De telle sorte que c'est vrai qu'il faudrait sans doute élargir le Conseil de sécurité des Nations Unies, sans doute donner plus de pouvoir donner un pouvoir comment dirais-je, un droit de veto et un siège permanent à d'autres États. Mais la difficulté qu'il y a, qui est extraordinairement compliquée, c'est à qui donner les nouveaux sièges? Si on le donne à l'Inde, évidemment, l'Iran va vouloir avoir le Pakistan ou le Bangladesh, mais le Pakistan va vouloir avoir également un siège. Si on donne un siège à l'Égypte ou à l'Arabie Saoudite, évidemment l'Iran voudra, parce que l'Iran et l'Égypte ont à peu près le même poids démographique. Et à ce moment-là, la Turquie en voudra un. Si on donne un siège permanent au Conseil de sécurité au Brésil, immédiatement, le Mexique, le Brésil c'est l'Amérique latine lusophone qui parle le portugais, évidemment le Mexique, qui est le principal pays hispanophone d'Amérique, voudra un siège permanent. Si on donne à l'Afrique du Sud, le Nigeria voudra, etc., etc. Donc c'est un système un peu autobloquant, en définitive. Alors il y a eu des idées qui ont circulé comme quoi on allait vers un monde multipolaire, c'est les théories de Samuel Huntington, et donc il devrait y avoir à terme un siège pour l'Europe, un siège pour le monde musulman, un siège pour le monde africain, un siège pour le monde latino-américain, etc. Alors, outre que ça postule que le problème est réglé, en définitive, on n'en est pas là du tout. On n'en est pas là du tout. Je voudrais conclure. J'ai été un petit peu long, mais je pense que je m'étais jamais, je crois, exprimé aussi précisément sur ces questions. Le rôle de la France, ce que nous devons faire, c'est pour ça que j'ai tellement insisté dans notre programme sur la question de l'ONU. La France a un intérêt fondamental de grande puissance à conserver son siège permanent au Conseil de sécurité et à ne pas jamais accepter, de le fusionner avec un siège européen.
Parce que si on le fusionnait avec un siège européen, en fait, ça reviendrait à donner aux élites euro-atlantistes, aux États-Unis et à l'OTAN, une deuxième voie. Nous devons garder un siège pour la France au Conseil de sécurité parce que nous devons représenter, au-delà de la République française, de façon plus générale, le monde de la francophonie, la vision francophone du monde. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le programme, j'ai toujours insisté sur la nécessité d'avoir à la fois notre siège au Conseil de sécurité, mais aussi, autant que faire se peut, de transformer ce siège ou ce droit de veto, d'avoir une concertation régulière avec les pays de la francophonie pour qu'elle devienne un peu le droit de veto des pays francophones si on arrive à se mettre d'accord sur des positions communes.